Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien. Un de vos hôtes, Adi Raphaël, rejoint par le deuxième hôte, le co-hôte de toujours, mon ami Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut, merci Adi, et toi? Ouais, ça va. Écoute, beaucoup de podcasts, beaucoup de choses à faire, mais écoute, on aime ça, on continue, on enchaîne comme d'habitude. Et aujourd'hui, on a décidé de rappeler pour une énième fois Alex Rupert pour venir animer le podcast avec nous. Salut Alex, ça va bien? Ça va très bien, vous les gars? Ouais, ça va super bien. En plus, Alex, pour ceux qui le connaissent pas encore, ça veut dire qu'ils nous écoutent pas assez, je pense. Alex est aussi rédacteur sur Culture Soccer. Il écrit beaucoup sur la CanPL, en fait que sur la CanPL ou sur l'équipe nationale canadienne. Il a fait un très bel article sur les Jeux Olympiques qui n'ont pas eu lieu, mais n'empêche. Et voilà. Alex est aussi intervenant souvent sur notre podcast. Je pense que c'est quoi, ta quatrième ou cinquième invitation, Alex? Il y en a jamais un trop, mais voilà. Je pense qu'on est rendu à peut-être 5 ou 6. Je pense qu'on est déjà rendu à 5 ensemble. Ouais, ben c'est ça, parce que à chaque fois c'est super cool. À chaque fois c'est super cool, effectivement. Donc aujourd'hui, en fait, notre gros sujet, ça va être les Canadiens en Amérique du Nord. Et on va vous expliquer un peu, je vais vous expliquer en premier comment on est arrivé à ce thème-là. Pas comment on est arrivé à ce thème-là, mais plus qu'est-ce que ça va être le Canadien en Amérique du Nord. En fait, on a regardé un peu ce qui se faisait en Amérique du Nord avant la CanPL et on a vu ce que la CanPL a réussi à amener. Puis on s'est mis dans la peau un peu de jeunes Canadiens, footballeurs canadiens et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur et quels sont les choix qui s'offrent à eux en date d'aujourd'hui, en 2020. On va essayer de se mettre dans la peau de ces joueurs-là au fur et à mesure. C'est sûr, il y a plusieurs sujets qu'on va ouvrir dans le podcast, beaucoup de débats par rapport à tout ce qui se passe et bien évidemment beaucoup de faits et de statistiques par rapport à tout ça. Donc j'espère que vous allez aimer ce podcast-là. Donc en premier, juste pour un peu ouvrir les débats un peu comme il faut, on aimerait souligner, bien évidemment, on en parle très souvent, Daniel et moi, le beau travail qu'a fait la CanPL pour donner la place aux jeunes avec les fameuses 1000 minutes obligatoires pour des joueurs de moins de 21 ans qui sont canadiens. Pour vous, chacun d'entre vous, quelle est la plus belle réussite de cette règle-là? Donc, en plus simple, quel est le joueur de moins de 21 ans canadien qui vous a le plus impressionné lors de cette première saison de CanPL? Je commence par notre invité, Alex Rupert. Donc, je sais pas si tu as une personne ou un joueur en tête. Ouais, je vais être un peu injuste envers tout le monde, puis prendre le choix qui est le plus obvious, qui est le plus évident. Ça va être Tristan Borges. C'est le MVP de la ligue. Puis grâce à ses performances qui en a étonné, qui a vraiment su relever le niveau non seulement du Forge FC et de la ligue en général, mais qui a vraiment contribué à amener plus d'attention envers la ligue, assez pour qu'il puisse pour mériter un transfert en Belgique. Puis ça, c'est grâce non seulement à son talent, mais aux minutes qui était à sa disposition, puis il a su, avec beaucoup d'opportunisme et son talent brut, prendre avantage de chaque minute et tourner ça à son avantage. Oui, effectivement, c'est un peu le choix facile qu'a pris Alex Rupert. C'est sûr, on va essayer d'éviter de prendre le même choix, n'est-ce pas, Daniel? Donc, j'aimerais avoir ton choix à toi. Il y en a tellement que tu peux en sortir au moins une dizaine assez facilement. Donc, je te laisse la parole. Vient de mon côté Tyler Tardo, que j'ai bien apprécié son style avec Valor. Malheureusement, il n'y a pas eu nécessairement l'occasion on peut revenir sur la saison du Valor, mais je pense qu'il aurait pu, s'il avait eu l'occasion d'être mieux entouré, il aurait pu briller davantage. Puis il y avait aussi la jeunesse du FC Edmonton, là, comme Prince Amanda, Marcus Velado-Tsegay. C'est des joueurs qu'on n'aurait probablement pas découvert sans la CanPL. Donc
c'est des joueurs que je pense que ça vaut la peine de souligner, là. Effectivement, et moi je vais un peu dans le même sens, mais c'est sûr je vais nommer d'autres joueurs. Pour moi, le joueur que j'aimerais souligner, c'est parce que c'est un bon gars, mais aussi c'est un joueur qui a été extraordinaire. C'est Diaydin Abzi, 21 ans, donc qui a profité de cette règle-là et qui a un peu survolé, en tout cas la CAN PL. Et je pense très sincèrement, jusqu'à maintenant, il y a très peu de personnes canadiennes, de joueurs canadiens qui peuvent se considérer meilleurs au poste de latéral gauche que Diaydin Abzi. Bien évidemment, tout le monde va me dire Alphonso Davies, oui, c'est pour ça que j'ai dit très peu. Il y en a pas d'autres, il y en a pas beaucoup d'autres. En tout cas, je sais même pas s'il y en a d'autres qui peuvent se considérer au même niveau que Diaydin Abzi, qui a juste 21 ans et qui vient juste de re-signer avec York 9. Mais j'aimerais aussi donner quelques mentions spéciales. Terran Campbell, qui a su prendre la place de Marcus Haber, lui voler la place au début parce qu'il était blessé, puis après juste lui faire comprendre qu'il était meilleur que lui, presque. Donc Terran Campbell avec Pacific FC. Puis aussi Noah Verhoeven, qui a été aussi très très bon au milieu de terrain, aussi pour le Pacifique. Donc 3 joueurs qui, je pense, montrent que la CAN-PL a bien fait son travail du point de vue des U21. On aurait pu nommer plein d'autres joueurs. Je vais vous laisser en nommer vous-même et de discuter avec nous si vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup. Donc voilà, juste une petite réussite de la CAN-PL pour mettre nos jeunes en avant. Est-ce que pour arriver à là, donc ça on a parlé un peu de la CAN-PL qui a fait une bonne job comme on dit. Les équipes MLS canadiennes, est-ce que pour vous elles mettent assez leurs jeunes en avant? Est-ce qu'elles mettent même, je vais aller un peu plus gros que ça, est-ce qu'elles mettent assez leurs joueurs canadiens en avant? J'aimerais avoir votre avis. Je vais commencer par Daniel Cameron pour l'instant. Eh bien, je pense que beaucoup vont sortir des Alphonso Davies, des Baloutabla, mais je pense que c'est des Osorio. C'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je suis un fan de l'Impact. Je suis l'équipe depuis peut-être 2001, 2000, depuis à peu près ce temps-là. J'ai vu une époque où la plupart des joueurs étaient des gens de Montréal. Non, c'est sûr que je considère que les clubs canadiens d'MLS, puis pas juste l'Impact, là, autant Toronto FC que Vancouver Whitecaps, je trouve qu'il n'y a pas assez de temps de jeu qui est offert aux joueurs canadiens. Après ça, est-ce que c'est leur faute? Il y a eu des choix qui étaient, disons, douteux. Quand on laisse partir un joueur canadien de son équipe pour aller dans une autre équipe de la MLS, ou on l'échange ou quoi que ce soit, c'est sûr que là, c'est la faute du club. On peut pas dire que c'est une histoire de temps de jeu. Par exemple, Max Crépeau, c'est un joueur que j'aurais vraiment aimé voir jouer à Montréal. Je pense, jusqu'à maintenant, je pense qu'on aurait dû lui laisser, le mettre dans des conditions où il aurait pu jouer. Après ça, on va pas retourner sur chaque exemple. Mais je pense que oui, les clubs de la MLS forment des joueurs parce qu'ils ont dû avoir une académie lors de leur entrée en MLS ou même avant pour certains. Mais c'est arrivé au moment de jouer des vraies minutes là, au niveau professionnel que ça bloque. Parfait, Alex? Moi, je suis d'avis que c'est entièrement insuffisant. Je trouve c'est insuffisant maintenant, mais je comprenais pourquoi ça aurait pu être le cas avant. Parce que quand la MLS était jeune au Canada, le bassin de joueurs était très restreint, fait que t'avais pas beaucoup de choix pour les équipes canadiennes. Si tu voulais être compétitif, bien sûr. Sauf que maintenant, ce que je trouve, c'est que ils ont pas assez de portée. Si t'as pas de temps de jeu, tu peux pas vraiment te développer. Puis quand on regarde les joueurs qu'on a laissés partir vers des clubs américains, je comprends pas pourquoi on n'a pas pu leur donner leur chance dans les clubs canadiens. Puis surtout comme moi j'habite Toronto, fait que je peux en dire un petit peu plus long sur Toronto, ce qui risque de faire des mécontents pour les fans de l'Impact. Mais tu sais, si tu prends Marc-Anthony Kaye, qui
je pense que hier pour le LAFC, il a porté le brassard, le brassard, il était capitaine, puis c'est lui il a une position de leadership dans un des meilleurs clubs de la MLS. Mais qu'est-ce que Toronto FC a fait avec lui? Puis même dans des entrevues, Marc-Anthony Kaye, il se plaignait à quel point, il était même amer de comment il avait l'impression que TFC lui avait jamais donné sa chance, voulait à peine le faire jouer. Puis il a fallu qu'il aille en USL prouver qu'il était un bon joueur pour qu'il se débloque avec le LAFC. Des exemples comme lui, il y en a d'autres. Il y a, si tu prends Raheem Edwards qui fait bien au Minnesota. Puis on a déjà nommé Maxime Crépeau de l'Impact de Montréal. Puis si on regarde le championnat canadien, t'as des joueurs qui ont joué à Cavalry qui auraient pu jouer avec le premier club de Vancouver, mais on leur a juste pas donné leur chance. Puis maintenant ils ont été joués avec Cavalry dans une équipe qui les a battus en championnat canadien. Moi je trouve que c'est insuffisant. Puis surtout ce qui m'avait vraiment mis en colère, c'est quand tu regardes une équipe comme Toronto FC, tu regardes l'effectif sur le terrain dans le tournoi MLS is Back, puis tu as un seul joueur canadien, puis tu laisses sur le banc quelqu'un comme Liam Fraser qui nous a aidé à battre les États-Unis pendant la Ligue des Nations, puis tu mets 8 joueurs américains, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a même Osorio qui jouait même pas. Osorio jouait pas, Liam Fraser jouait pas, Okello jouait pas. C'est Jaden Nelson qui a montré des belles choses. Il jouait pas. Puis je comprends pas d'où ça vient. Puis tu sais, je me rappelle, il y avait j'avais vu ça dans un épisode dans une émission de radio à Toronto. Puis il disait, mais regarde, si t'essaies de me vendre l'idée que le but premier, c'est de gagner, je peux l'accepter. Si on veut gagner des trophées, le but, c'est une business, il faut gagner, I get it. Je comprends, puis je peux acheter cette vision-là. Mais si on n'est pas capable de gagner, puis on est médiocre, puis on fait pas jouer les jeunes Canadiens, c'est que ça vaut pas la peine. Si on est pour être médiocre, on est aussi bien de faire jouer les joueurs canadiens, puis au moins ça va leur donner des minutes des précieuses minutes, puis au moins ça va aider l'équipe nationale qui va avoir plus d'expérience et plus de temps de jeu pro. Mais si on fait rien, on se tire une balle dans le pied, moi je trouve. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'irais un peu plus loin que ça. En fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Alex, et aussi ce qu'a dit Daniel un peu plus tôt. Une chose que moi je trouve un peu anormale, c'est que on comprend que dans une équipe de foot, c'est très simple. Tu as tes 11 titulaires. Dans tes 11 titulaires, tu as 3-4 joueurs qui sont un peu inamovibles, 2, 3, 4, dépendamment des équipes que vous avez. Puis tu as des joueurs qui sont titulaires et tu as d'autres joueurs qui sont sur le banc, mais qui sont des joueurs de rotation, qui vont rentrer, te faire 2 matchs titulaires, 5 matchs sur le banc, un match de 20 minutes, remplaçant pendant 20 minutes, remplaçant pendant 30 minutes, ainsi de suite. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ces équipes canadiennes-là, si jamais on n'a pas assez de pépites pour être les titulaires inamovibles, pourquoi pas dans les 3 équipes canadiennes, pourquoi on n'a pas de joueurs qui peuvent venir être ces joueurs de rotation-là? Et c'est ça que je comprends pas, et c'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Ce n'est pas normal que quand moi je me retrouve dans un match de MLS où je fais jouer des joueurs des joueurs de rotation. Je me rappelle dans le temps avec l'Impact, Colin Warner, un des pires joueurs que la MLS, que l'Impact a eu, et qui était mis à toutes les sauces, à droite, à gauche, devant, derrière. Je suis vraiment désolé. Pourquoi un joueur canadien n'aurait pas pu offrir ce genre de prestations et donner remplir ce genre de rôle. C'est la même chose quand tu es en train de voir, et tu en as parlé, toi, Alex, quand tu as parlé de Liam Fraser. Je comprends, d'accord, il n'était pas titulaire, il n'y a pas de problème. Par contre, Marquis Delgado, c'est un bon joueur, mais arrivé à un moment, c'est pas un joueur extraordinaire. Donc, mettre à Liam Fraser à la place de Delgado pour qu'il apprenne, que ce soit dans les 20 dernières minutes, ça aurait pu être une bonne chose. Greg Vanney a fait un changement
a fait le changement de ses 2 défenseurs centraux, par exemple, ce qui est une chose qui ne se fait presque pas dans l'historique du soccer dans le monde. Il a changé ses 2 défenseurs centraux. Ben, il a mis 2 joueurs, un joueur belge qui est Laurent Simon, puis Zavaleta qui est américain. Ben, pourquoi à ce moment-là tu es prêt à donner des joueurs, à donner du temps de jeu à ces joueurs-là qui sont des joueurs moyens, mais t'es pas prêt à le donner à des jeunes joueurs canadiens qui pourraient beaucoup apprendre. Et c'est là où je rejoins Alex de ce point de vue-là. Vancouver, c'est la même chose. Mais Vancouver, on va revenir un peu là-dessus parce que Vancouver a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça et tout ça, c'est grâce à Marc Dos Santos. On le voit très souvent et on va en parler un peu plus tard. On voit très souvent que maintenant, dès qu'il a besoin d'un joueur qui vienne remplir un rôle, quand il fait un remplacement ou quand il fait une rotation d'un match à un autre, il va souvent se retourner vers des Canadiens. Et ça, c'est encourageant. Ça, c'est très, très encourageant. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc voilà, je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus. C'est que, bon, je vais pas dire non plus qu'ils font une mauvaise job de mettre leurs joueurs canadiens en avant. J'ai comme l'impression que dès qu'ils ont besoin de chercher un joueur de rotation, au lieu de se retourner et de regarder au Canada, ils regardent aux États-Unis. Et c'est là où c'est mauvais. Il y a au Canada des joueurs. Puis je sais pas pour toi si tu as remarqué la même chose, mais ce qui est un peu frustrant, c'est que tu vois à quel point que les joueurs canadiens, ils ont la laisse pas mal courte. Oui, c'est comme, effectivement. C'est comme, OK, je te mets là, mais tu fais une erreur. You're done. C'est fini. C'est fini. Pendant que les joueurs américains, les joueurs étrangers, hey, la corde est longue, right? Effectivement. Puis ça, je trouve ça injuste. Mais c'est ça. Je vais ouvrir la boîte de Pandore, Alex, et j'aimerais que Daniel rebondisse là-dessus, mais je vais ouvrir la boîte de Pandore. L'acharnement qu'il y a sur Samuel Piette depuis le dernier match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, où malheureusement il a été mis dans une position qui n'est pas la sienne, et il a été mauvais en première mi-temps parce qu'il était pas bon à cette position-là, malgré une bonne deuxième mi-temps où il a failli donner une passe décisive à Maxi Urruti. C'est quand même pas normal, l'acharnement qu'il y a Samuel Piette. La plupart des gens qui ont regardé ce match-là veulent Samuel Piette sur le banc. Est-ce qu'on a oublié que Samuel Piette était le joueur qui vous avait donné 34 matchs il y a 2 ans, 25 matchs l'année passée, où c'était un joueur que tout le monde disait, c'est notre emblème et c'est notre Québécois chéri, ainsi de suite. On l'a déjà oublié. Tandis qu'il y a d'autres joueurs sur le terrain qui méritaient juste pas d'être là. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Est-ce que toi aussi, tu as trouvé que c'était quand même assez hâtif de pointer presque le seul Canadien qui a quand même un rôle assez important avec cette équipe de l'Impact? Bien, effectivement, j'ai l'impression que ça a commencé pendant les négociations pour son augmentation salariale et sa blessure et tout. Je sais pas, après, peut-être que c'est les médias qui ont ça fait quand même longtemps, il y avait un contexte qui faisait en sorte que les négociations s'éternisaient, puis là les joueurs les médias commençaient à lui reprocher un peu les fans aussi qui ne prolongent pas malgré qu'il démontrait son amour pour le club. Là actuellement on est dans une situation où Samuel Piette c'est un bon joueur de l'Impact, mais on a tendance à comme tout d'un coup comme il a augmenté de salaire, comme si on est beaucoup plus exigeant avec lui. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les augmentations massives de salaire. Là. Quand un joueur augmente son salaire de manière importante, il y a comme une pression supplémentaire qui se rajoute et des exigences de la part du public. Il y a comme tout un effet malsain qui se met en place. Également, il y a quelque chose que beaucoup de monde oublie. Là. Pour moi, j'ai suivi l'arrivée de Toronto FC en MLS. Je pense que j'avais même vu leur premier match en MLS à l'époque avec Greg Sutton et Adam Braz qui avait quitté l'Impact justement pour aller là-bas. Ça nous avait fait mal au cœur. Puis à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais l'association canadienne avait aidé grandement MLSE là, qui sont les propriétaires de Toronto FC. Avec le stade, en finançant le stade, en leur donnant une clause d'exclusivité pour le territoire canadien pendant un certain nombre d'années. Et à l'époque, l'excuse qu'on avait donnée, c'était que
on veut que les meilleurs joueurs canadiens retournent au pays et jouent avec le Toronto FC. Évidemment, ça ne s'est jamais fait. Il y a eu quelques Canadiens qui sont venus d'Europe. Je me rappelle même Bernier, on lui avait demandé, les médias lui avaient demandé s'il voulait venir à Toronto, puis il dit on verra. Et finalement, il est pas venu. C'est ça, pour mettre en contexte, le but initial d'avoir. C'est pour ça que moi je suis contre quand on en discute pour qu'on fasse la même chose du côté féminin. Parce qu'on a vu déjà du côté masculin que ça marche pas. C'est des vœux pieux de dire on va rassembler tous les meilleurs Canadiens, ils vont jouer au pays, puis ils vont jouer dans un bon niveau qui est la MLS. Moi, j'en veux pas la MLS. Là. La MLS, c'est une ligue privée, comme c'est ce qui est la norme en Amérique du Nord. Et eux, ils gèrent la ligue du mieux qu'ils peuvent. Puis pour l'instant, ils se débrouillent bien. Là, la ligue, le prix des franchises augmente. Ils ont un certain modèle, puis on peut aimer ou ne pas aimer ce modèle-là. Ils gèrent la ligue du mieux qu'ils le peuvent, puis ça semble porter fruit. Mais des joueurs comme Samuel Piette, c'est sûr que c'est mieux pour lui je sais pas si vous vous rappelez dans quelles circonstances il était venu à l'Impact, mais il jouait en troisième division espagnole, il a fait un bon match avec l'équipe nationale canadienne à Montréal, et là les discussions à l'Impact, avec l'Impact se sont enclenchées, puis quelques semaines plus tard il signe et tout le monde est content. On a un joueur local dont on ne connaissait pas beaucoup l'existence. Et je trouve que c'est bien pour un joueur comme ça de pouvoir venir en MLS. Mais encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a eu beaucoup de joueurs canadiens qui étaient en Europe, qui sont revenus au Canada, puis que ça s'est pas super bien passé. Finalement, ils repartent en Europe, ou ils vont dans d'autres clubs de MLS. D'ailleurs, je vais pas vous devancer, mais peut-être que si les clubs américains d'MLS, des fois, ils ont plus de des Canadiens qui sont plus démarqués là-bas, comme Marc-Anthony Kaye, c'est peut-être justement parce que comme les Canadiens comptent étrangers là-bas, ben ceux qui vont là-bas, c'est pas des joueurs moyens, c'est des joueurs qui vont vraiment apporter la différence. C'est la même raison d'ailleurs que, comme tu disais, Hedy, que des joueurs étrangers prenaient la place des Canadiens, mais s'ils sont mieux payés ou qu'ils prennent une place d'étrangers, ben on n'a pas le choix de justifier un peu leur arrivée. Mais je suis quand même déçu que justement les joueurs de rotation, du moins, pour moi, les clubs canadiens d'MLS devraient pas aller chercher des joueurs de rotation ailleurs que dans leur académie. Là. Il y a assez de viviers, on le voit chaque année. Il y a assez de joueurs. Tu veux avoir ton 11 partant avec des stars, fine. Mais moi, je pense que le reste de l'effectif on peut avoir à peu près une moitié d'équipes qui avec des joueurs, des joueurs étrangers, un peu de joueurs américains, des stars et tout. Et après ça, le reste, on complète avec des locaux parce qu'il y a vraiment un vivier. Faut pas oublier que les clubs MLS roulaient en quasi monopole d'académie pendant plusieurs années. Là. Pour ça, Sheffield, il vient pas de Toronto, là, il vient de la Nouvelle-Écosse. S'il y avait eu une académie avec les HFX Wanderers, probablement qu'il y aurait eu un tout autre destin. Là. Effectivement, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et je pense que ça tu mets la table pour la prochaine question. Est-ce que c'est plus facile de s'imposer comme Canadien ailleurs qu'au Canada en MLS? Donc, si jamais moi je suis un joueur canadien, est-ce que c'est plus simple pour moi d'aller jouer par exemple à Minnesota, t'as mentionné Minnesota avant Alex, ou bien à New England ou au Galaxy ou whatever. Est-ce que c'est plus simple en tant que Canadien? Oublions la place de joueur étranger que ça prend, parce que je sais que ça existe, mais est-ce qu'il y a moins de pression à l'extérieur du Canada qu'au Canada, selon toi, Alex? Je pense que c'est une question difficile. Un des désavantages avec jouer au Canada en MLS, c'est cette règle qui me fatigue au plus haut point, c'est que aux États-Unis, un joueur canadien compte comme un étranger, mais au Canada, le joueur américain a le même statut domestique qu'un joueur canadien. Fait que c'est comme ça, tu arrives dans des situations où est-ce que tu sais, le joueur canadien au Canada, il doit se battre contre des internationaux et des Américains. Pendant qu'aux États-Unis, il faut juste qu'il se batte pour sa place contre tu sais, il est considéré comme un international. Mais aux États-Unis, comment dire, ben, tu sais, l'entraîneur aux États-Unis, quand il voit le joueur canadien, ben, t'es un joueur étranger, fait que, tu sais, gagne ta place, right? Joue, gagne ta place, je vais te donner tes chances, gagne ta place. Pendant que, tu
c'est vrai que c'est pas la même chose dans tous les clubs. C'est vrai que Vancouver fait un meilleur effort à jouer des Canadiens, puis c'est surtout grâce à Marc Dos Santos, comme tu l'as mentionné. Puis même Montréal jusqu'à un certain point. Mais comme si tu prends à Toronto, ben, t'as tous ces joueurs-là américains qui viennent jouer à Toronto, qui sont considérés comme domestiques, et la corde est courte. Fait que Ouais. t'as pas tu sais, quand tu sais que la corde est très courte, puis on te met sur le terrain, t'es un Liam Fraser, t'es sur le terrain. Est-ce que tu vas vraiment jouer à 100% de ton talent? Est-ce que tu vas vraiment laisser ta créativité s'exprimer sur le terrain quand tu sais que la corde est vraiment courte? Parce que, tu sais, tu vas pas apprendre si tu fais pas d'erreur. Puis, tu pourras jamais jouer à 100% de ton talent quand tu sais que le coach, il te regarde aller puis il dit, hey, j'ai une dizaine d'Américains sur le banc qui sont prêts à prendre ta place. Pendant que, on dirait, si tu regardes les joueurs qui jouent comme aux États-Unis, comme Marc-Anthony Kaye à Los Angeles, ou tu prends même Jay Chapman à Miami qui a eu sa chance, Buchanan a joué pour New England, puis t'as Akindele qui a même eu son contrat qui a été renouvelé à Orlando, mais t'as comme l'impression que tu la vois, ils ont moins de pression. Je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est une question qui est dure à répondre parce que, tu sais, c'est deux réalités différentes. Tu sais, c'est le Canada et les États-Unis. Tu sais, je peux juste parler pour Toronto. Oui, les joueurs, ils la sentent que la mèche est courte. Est très Ouais, courte. effectivement. Tu sais, en fait, moi, je trouve que Moi, je trouve que c'est difficile pour un Canadien de s'imposer à l'extérieur des équipes canadiennes à cause de la fameuse règle, comme tu l'as dit, comme quoi ils sont comptés comme étrangers. Bon, après, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, on finissent par avoir une carte verte, donc à ne plus compter en tant qu'étrangers. C'est assez facile, ils ont juste à aller y vivre quelques mois, puis tout se passe assez vite. Puis c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller vivre aux États-Unis parce qu'ils viennent pas de l'extérieur d'un autre pays ou très lointain ou quoi que ce soit. Mais si tu regardes un peu le nombre de joueurs de Canadiens qui jouent en MLS en dehors des 3 équipes américaines, j'ai fait un calcul très très vite, il y en a juste 12. Et si tu regardes dans les 12 joueurs, t'as voire un et demi, je vais dire et demi, je vais expliquer pourquoi mon et demi, mais un joueur qui est tout le temps titulaire, c'est Marc-Anthony Kaye. Tout le reste, c'est des joueurs qui sont pas si titulaires que ça. Donc, tu regardes par exemple à LAFC, tu as Marc-Anthony Kaye et tu as Dejan Jakovic. On sait très bien que Jakovic, c'est pas un titulaire assuré. Tu vas à Inter Miami, tu as Jay Chapman, tu as David Norman Jr., c'est aussi des joueurs de rotation. Tu vas à Minnesota, tu as Raheem Edwards qui est un joueur de rotation, puis 2 gardiens qui sont le 2e et le 3e gardien avec Ranjit Singh et Dane Sinclair. Tu vas à Nashville, tu as un joueur qui vient tout juste d'être drafté, c'est Alistair Johnston. À New England, tu as Tajon Buchanan qui vient après la triplette extraordinaire de New England. À Orlando, tu as Tesho Akindele qui va souvent venir du banc, parfois de temps en temps est titulaire, donc voilà, il est là, mon et demi. Le deuxième et demi, ce serait peut-être Kamal Miller qui de temps en temps se retrouve titulaire avec Orlando, soit sur la gauche, soit en tant que défenseur central. Puis à Real Salt Lake, tu as Ashton Morgan, le vétéran qui est même plus à son niveau. Donc c'est pas comme si on voyait en MLS des joueurs canadiens en train de tout casser, à part Marc-Anthony Kaye, Alphonso Davies dans son temps. Mais ou sinon, t'as aucun joueur canadien qui casse tout en dehors des équipes canadiennes. Et donc, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve que les joueurs canadiens n'ont pas la cote en MLS. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Eh bien, est-ce qu'ils n'ont pas la cote parce que c'est plus cool d'avoir un Argentin ou est-ce qu'ils n'ont pas la cote parce que on se dit, ben c'est ça, il faut se poser des questions. Ben, après ça, comme on disait, le fait qu'ils comptent comme étrangers, ça aide pas, mais il y a, comme tu as dit, il y a la green card, il y a beaucoup d'étrangers qui percent. Peut-être aussi, est-ce que les Canadiens sont ont peut-être pas une grosse cote dans le soccer mondial et qui même aux États-Unis, on a un complexe de supériorité envers les joueurs canadiens. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Puis c'est là que justement on parle les clubs. Puis si de toute façon même les clubs canadiens MLS montrent pas l'exemple, ben ça va pas aider. Il y a personne qui va les valoriser. Je veux dire Piet, je me rappelle quand il y avait
négociation. On se demandait est-ce qu'un autre club le prendrait, est-ce que, tu sais, moi j'ai beaucoup de respect pour Piet, puis je crois qu'il est dans pas mal tous les clubs de MLS, il y aurait il y aurait sa place, mais faut se demander est-ce que justement sa cote elle est comment par rapport aux autres clubs? Est-ce que les autres clubs, ou même Fraser qui a fait, comme a dit Alex, il a fait un très bon match contre les États-Unis, puis pourtant il est pas capable de se faire une place chez Toronto FC, puis peut-être probablement que les autres clubs n'ont pas vraiment démontré d'intérêt pour lui. Pardon, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais juste dire, je veux te donner un exemple, ok? Prends Atlanta, ok? Atlanta United a eu une grosse blessure avec Joseph Martinez qui est blessé pour la saison, ok? Tu te retrouves avec un poste d'attaquant de pointe où t'es pas fourni. Tu regardes sur le banc, t'as qui? T'as Adam Yan, qui est un joueur qui a 29 ans, américain, qui a été très bon en USL l'année passée, mais qui a jamais rien prouvé en MLS. Pourtant, il a joué longtemps en MLS, il a jamais rien prouvé. Mais pourquoi ils viennent pas piocher au Canada? Je suis sûr que moi, par exemple, je sais que c'est un sujet un peu sensible, mais quelqu'un comme Anthony Jackson-Hamel à Atlanta, ce serait magnifique, non? C'est possible que ce soit un joueur très très bon. Après, ce sera pas Joseph Martinez, mais je suis sûr qu'il serait meilleur qu'Adamian. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus, mais de là à dépenser on a parlé d'un joueur américain, mais il y a aussi des joueurs étrangers comme Matheus Rossetto, le Brésilien qui a 24 ans, qui est même pas un vrai attaquant, qui se retrouve là, qui est très bof. T'as des joueurs qui ont pas leur green card, qui sont là. Et je pense que au Canada, t'as un joueur qui est là et qui ronge son frein et qui pourrait peut-être beaucoup aider une équipe comme Atlanta. J'ai une excellente réponse pour toi, puis une excellente comparaison. La raison pourquoi il y en a très peu aux États-Unis, je te dirais c'est petit peu pour la même raison pourquoi t'as très peu de joueurs américains en CanPL. Parce que tu cherches un joueur, tu as une idée de quel genre de joueur que tu veux avoir, puis on arrive sur ta table, on met sur la table le profil de plusieurs joueurs. À salaire égal et à talent équivalent, toi puis t'es à Atlanta, comme tu me dis, est-ce que tu prends le Canadien ou tu prends l'Argentin? Mais c'est ça, c'est pas à talent égal, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je veux dire à talent équivalent. Même si le Canadien serait 2 ou 3 points plus fort, qui tu prends si t'es à Atlanta? C'est beaucoup plus fort. Jackson Hamel a une saison de début. Adamian n'a jamais eu je pense même pas, je connais pas ses statistiques, mais je doute très très fort qu'il ait eu une saison de 5 buts. Donc, on s'entend que c'est différent. Je comprends ton point. T'as complètement raison. Tu fais un point, là. Mais ce qui est plate, c'est que, au lieu d'aller prendre Jackson Hamel, ils préfèrent aller fouiller quelque part pour aller chercher un Argentin, un Brésilien, un Français, un Espagnol, parce que en CanPL, tout le monde avait prédit avant que la Ligue commence, il va y avoir plein d'Américains comme international, puis moi, j'étais un des seuls dans le groupe avec qui je parlais, je disais, vous en verrez pas tant que ça. Parce que, puis on l'a vu, si on regarde les signatures internationales, à talent équivalent plus ou moins, les équipes canadiennes ont préféré aller chercher des étrangers que des Américains. Je pense qu'il y en avait un ou deux, à peine. Ouais, il y avait juste un qui était prêté par un club de MLS, donc ça comptait pas vraiment, là. C'est comme un bias. C'est un bias. On est biaisé un peu. Puis je pense que c'est ce qui fait mal aux joueurs canadiens en MLS. C'est que déjà, tu as des clubs comme Toronto FC qui donnent, je veux pas être méchant, mais qui donnent pas tant de valeur ou tant de minutes de jeu à leurs propres Canadiens. Pourquoi Atlanta devrait stresser pour que eux ils fassent l'effort? Ils le feront pas. Ils vont pas stresser avec ça. Eux, ils vont dire, regarde, si tu es capable de vraiment surplanter mon Argentin ou surplanter mon Mexicain ou surplanter mon Brésilien qui a la green card, je vais te faire jouer. Mais à moins que tu me prouves que tu es vraiment meilleur, j'irai pas te chercher ou tu vas rester sur le banc. Je comprends. Donc finalement, ça prouve notre point. C'est que finalement, en tant que Canadien, si jamais tu réussis pas dans les équipes canadiennes, tu vas pas réussir autre part parce que tu n'auras pas cette occasion-là, parce que les autres équipes MLS vont toujours aller chercher ailleurs. Donc, c'est ça.
Il y a un point que on arrive qu'au Canada, malheureusement, si ça marche pas dans les îles canadiennes, ben bonne chance. Trouve-toi une autre façon. Donc d'où vient la CanPL? Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet, Daniel Cameron, ou pas du tout. Actuellement, ben moi je pense que les chiffres parlent par eux-mêmes, là. Donc pour l'instant, les Canadiens, si leur chance de briller, c'est d'être dans des effectifs où les Canadiens comptent pas étrangers, c'est-à-dire dans les clubs de canadiens en MLS. D'ailleurs, les comment dire les clubs, l'association canadienne ou les clubs canadiens initialement auraient pu tenter de négocier là-dessus lors de leur entrée, là. Je sais qu'ils disaient que les Canadiens pouvaient pas compter comme domestiques aux États-Unis à cause de leur loi du travail ou leur loi de l'immigration. Bullshit. Excusez-moi, pour moi c'est de la pure merde. Mais en tout cas, pour moi, je comprends. Je comprends qu'une ligue américaine veut privilégier ses joueurs américains. Je comprends très bien ça. Tu sais quoi, je l'accepte. Le problème, c'est que tu as des équipes canadiennes, puis ces équipes canadiennes-là vont devoir trouver un moyen de faire jouer les joueurs qu'ils forment, que ce soit les joueurs d'académie ou quoi que ce soit. Et c'est là où, malheureusement, la MLS n'était plus adéquate pour ces joueurs-là qui étaient peut-être pas assez bons pour ces équipes canadiennes-là, parce ils pouvaient pas aller jouer à l'extérieur en MLS parce qu'ils comptaient en tant qu'étrangers, d'où la CanPL qui est extrêmement important. Dans le passé, ils avaient soit le choix, soit d'aller en Europe dans des divisions obscures, soit d'aller en USL dans une ligue qui même si c'est une très bonne ligue, l'USL, je veux pas que non plus que le monde me prenne mal. Par contre, malheureusement, en USL, à chaque année, tu as des clubs qui ferment et des clubs qui ouvrent. Donc, point de vue sécurité d'emploi, c'est pas trop ça. Même s'il y a peut-être une quinzaine de clubs ou une vingtaine de clubs où on sait qu'ils sont là depuis plusieurs années et qui sont quand même assez solides, il y en a une dizaine d'autres que tu sais pas trop où tu t'embarques. Donc, bref. Le Canadien se retrouvait pas en position idéale pour continuer. Donc voilà pour ce segment. Je veux vous mettre un peu dans la peau d'un jeune joueur canadien, ok? J'ai 12 ans, ok? Ou bien mon enfant a 12 ans, ok? Qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il a du talent. J'ai plusieurs choix. Je le mets dans une académie en MLS, ou pré-académie, dépendamment de l'académie. Ou bien, est-ce que j'attends, je le fais jouer dans un autre club, le club du quartier, dont l'équipe senior se dispute la PLSQ, et j'attends qu'il se fasse repérer en CanPL, ou bien j'attends, bien évidemment, peut-être que dans ce temps-là, dans quelques années, je sais que Daniel Cameron, c'est quelque chose qui quand même t'intéresse beaucoup, ou bien dans plusieurs années, peut-être quand moi j'aurai un fils de 12 ans, si jamais ça arrive, ou une fille de 12 ans, je la mettrai plus dans une académie de la CanPL. Donc, quel serait votre choix? Qu'est-ce qui serait mieux pour un avenir en tant que joueur professionnel pour cet enfant-là de 12 ans? Je te laisse commencer, Daniel Cameron. On a commencé avec Alex la dernière fois. Eh bien, comme les académies actuellement, on est dans une situation où ce n'est pas dans les académies. Pour l'instant, il y a pas vraiment d'académie de CanPL. Il y a Edmonton, puis là, il y a Pacific qui a pris le contrôle de Wave Academy, du Wave Program, pardon. Donc, la question se pose pas vraiment parce qu'on n'est pas encore dans une situation où tu aurais dans la même ville ou dans une courte distance deux académies, une de CanPL, une de MLS, et là, un joueur qui aurait la possibilité d'être entre les deux. Mais si un joueur, supposons, à 12 ans, vient d'Halifax, et il se dit, est-ce que je vais aller faire le programme de TFC ou de l'Impact, puis après ça revenir au HFX Wanderers, ou est-ce que je reste là, puis de toute façon, je pourrais faire les camps d'entraînement. Si je suis bon, je vais me faire repérer par HFX de toute façon. Ça dépend de plusieurs facteurs, parce que je pense pas que c'est mauvais de passer par les académies des clubs de MLS. C'est juste que c'est peut-être pas le meilleur moyen, c'est peut-être pas le moyen d'accéder pro à MLS. Mais au final, ça se peut que le joueur va terminer en CanPL de toute façon.
Mais entre-temps, peut-être qu'il a rejoué des minutes à MLS, donc ça peut être pertinent pour lui. Là. On s'entend que pour l'instant, la MLS c'est un meilleur niveau que la CanPL. Les entraîneurs, les clubs en MLS ont un meilleur staff plus qui est à temps plein, plus de membres, ils ont des académies, il y a des meilleures installations. Donc, ça peut être intéressant pour un joueur de 12 ans. 12 ans, il y a encore du temps, puis il y a encore du potentiel. Puis de toute façon, si finalement il perce pas en MLS, il pourra toujours aller en CanPL plus tard. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parfait, Alex? C'est une très bonne question, puis ça va me permettre de faire le lien avec la question précédente. Le point que je pourrais ajouter, c'est que tu sais, quand tu es dans une situation de monopole, ça amène de la complaisance. Fait que moi, je pense que nos 3 clubs MLS, pendant trop longtemps, ils avaient le luxe de s'asseoir sur tout le talent qu'ils avaient. Fait que t'accumules du talent, puis tu fais rien avec, tu peux t'asseoir. Mais je pense que la CanPL change la donne parce que pour venir à cette question-ci, si tu es un jeune joueur de 12 ans, qu'est-ce que tu choisis? Ben, tu prends un exemple comme c'est plus vrai que je pense que ce qui va arriver avec le temps, c'est que ça va démolir le mythe que si tu veux devenir pro au Canada, tu dois passer par MLS. Parce que tu prends quelqu'un comme Liam Miller qui voulait rentrer dans l'académie du Toronto FC, puis il faut que tu te demandes, c'est un autre mythe qu'il faut briser. Est-ce que ces académies-là ont vraiment l'expertise qu'ils essaient de promouvoir? Parce que tu as un jeune comme Liam Miller qui est un des meilleurs espoirs de Liverpool, puis l'académie du Toronto FC lui dit, ben mon grand, mon petit gars, t'es trop petit. Fait que quand tu vas être plus grand, tu reviendras nous voir. Il est où ton professionnalisme? Puis, d'un autre point, t'as Jonathan David qui arrive de nulle part, qui a jamais été dans une académie MLS, puis qui va directement en Belgique, puis il performe. Ouais, je veux juste revenir sur juste 2 secondes sur Jonathan David, spécifier quelque chose. Je vais te laisser continuer après. J'ai écouté, j'ai lu 2-3 entrevues de Jonathan David. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui disent des choses qu'ils connaissent pas. Jonathan David, depuis qu'il est très jeune, ne voulait pas jouer dans un club de MLS. Ça a toujours été un non. Moi, je vais en Europe directement. Ça m'intéresse pas du tout d'être dans une académie de la MLS ou de jouer en MLS. Je vais aller en Europe. Donc, le monde qui dit ouais, ben personne l'a repéré ou quoi que ce soit, c'est de la merde. Ils l'ont repéré, lui ne voulait pas. C'est ça, Vancouver l'avait vu, ouais. Puis aussi, tu as les résultats qui parlent d'eux-mêmes parce que les parents, les jeunes, puis les parents qui prennent la décision, ils ont accès aux mêmes données que nous autres. C'est quoi le pourcentage de jeunes joueurs canadiens d'académie qui font le saut en MLS puis qui ont des minutes, qui ont des vraies minutes? C'est minuscule. Fait que là, tu demandes à quelqu'un qui habite à Terre-Neuve de traverser le pays pour rentrer dans un programme d'académie du TFC ou de Vancouver. And for what? Puis pendant que tu peux rester où est-ce que tu performes dans ton club, dans ta province, tu performes à l'université, puis tu as la CanPL qui peut te repérer et te prendre et te donner toutes les minutes que tu as besoin avec la règle des 1000 minutes. Puis quand tu dépasses 21 ans, tu vas encore avoir des minutes, tu vas encore avoir des chances si tu es un bon joueur. Puis moi, je pense que le transfert de Tristan Borges et l'arrivée de l'Atlético Madrid en CanPL, ça vient de changer la donne. Parce que moi, je pense que les jeunes joueurs vont comprendre que, vous savez quoi? Les ligues en Europe, ils regardent la CanPL. Fait que peut-être que c'est pas une mauvaise option de rentrer dans une académie de la CanPL, parce que si je performe bien puis j'ai une performance qui est similaire à Tristan Borges, je peux partir. T'as même pas besoin d'être Tristan Borges, tu peux être Estevez qui est parti en première division aux Pays-Bas. Moi, je pense que ça vient de changer la donne. Je pense avec le temps, ça va briser le mythe comme quoi tu es obligé de rentrer dans une académie MLS pour devenir professionnel ou partir en Europe. Parfait. Par contre, j'aimerais juste mettre un petit grain de sable dans ta machine. Tu m'as parlé des bons transferts que la CanPL a fait. Qu'est-ce que tu penses du transfert de Tyler Attardo à un club chilien de 3e division? À suivre. À suivre parce que j'ai cru lire quelque part que c'était presque imminent qu'il s'en allait en Europe presque immédiatement après. Je sais pas c'est quoi je veux pas parler de magouille, mais je sais pas c'est quoi le plan en arrière.
Mais tu sais, il a quand même été en Italie dans une académie italienne pendant un bout de temps. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, mais tu sais, on peut aussi de l'autre côté parler de Waterman. Si vraiment tu veux finir en MLS, la CanPL, c'est une option. Puis t'es pas obligé de te laisser toute ta famille en arrière puis aller à l'autre bout du pays pour aller dans une académie qui risque. Puis selon les statistiques, parce que tu as assez d'années pour te donner une image de ce qui est faisable puis pas faisable, tes chances de percer en MLS à travers l'académie c'est plus l'exception que la norme. Ouais, je suis d'accord. En fait, je suis entre vous deux, en fait. Je suis entre toi, Daniel, et toi, Alex. Pour moi, je trouve que c'est une bonne formation d'être dans l'Académie de l'Impact ou de l'Académie de Vancouver ou de l'Académie de Toronto parce que tu apprends une certaine discipline que tu vas peut-être pas trouver dans des académies qui sont pas affiliées à des clubs professionnels qui jouent à un plus haut niveau que tu sais ton académie de ton club local. Par contre, c'est là où je rejoins un peu plus Alex, c'est qu'arrivé à un certain moment, il faut que tu puisses ne pas avoir cet attachement un peu, parce que souvent, quand tu vas dans des académies de clubs de MLS, tu te retrouves un peu pogné tu peux pas trop quitter, c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc moi, je viendrai, c'est pour ça que j'adore ce qui a été fait par l'Impact de Montréal avec le CIP, le Centre d'identification et de perfectionnement, où tu as des clubs qui sont des clubs de région ou des clubs qui jouent en PLSQ ou quoi que ce soit. Donc, je vais en nommer quelques-uns comme le club de soccer Mont-Royal-Outremont, le club de soccer Saint-Lazare, ou bien le club de soccer de Saint-Lambert, le Boucherville. En tout cas, il y en a plusieurs qui ont accès à tout ce que aux entraînements de la part des entraîneurs de l'académie, tout en restant dans leur club à eux, où ils peuvent continuer à se développer, et peut-être qu'à ce moment-là, une fois qu'ils deviennent vraiment très bons, soit joindre l'académie, soit aller choisir une autre avenue si jamais ils veulent. Donc c'est un peu d'un côté, je garde mes options ouvertes, je prends tout ce que je peux prendre de l'académie, du club professionnel de ma région, que ce soit l'Impact, que ce soit Vancouver, que ce soit Toronto. Mais d'un autre côté, je fais en sorte de me garder une certaine option au cas où j'ai une opportunité ailleurs, que ce soit en CanPL, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où. J'aime bien cette option un peu d'entre-deux. Et je sais pas je pense pas que ça existe de la même manière à Toronto, à Vancouver, mais si jamais je suis au Québec, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, si je suis en dehors de ces villes-là, des trois villes où il y a des clubs de MLS, Daniel a mentionné un jeune d'Halifax qui a 12 ans. Ben moi, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que à ce moment-là, je choisirais une académie. Je choisirais une académie parce que je pense que l'académie d'un club professionnel est différente d'une académie d'un club semi-professionnel. Surtout quand tu es loin, il y a une certaine structure qui est là que les clubs semi-professionnels n'ont pas. Il y a des moyens, il y a une structure qui vient avec. Les moyens sont beaucoup plus élevés dans un club professionnel. Donc voilà ce que j'en pense, moi, de mon point de vue, par rapport à ce petit jeune de 12 ans qui vient de s'incorporer à qui viennent choisir un club pour voir si jamais il peut aller dans le futur poursuivre une carrière professionnelle. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, les amis? Non? Non, ça je va. suppose que non. Je suppose que non. On passe à au dernier point, et je trouve que c'est le point qui va faire le plus parler. Si jamais je suis un joueur, je fais partie d'une académie de la MLS, j'ai maintenant 20 ans, et je ne joue presque pas ou très peu avec l'équipe première de MLS, qu'est-ce que je fais? On s'entend que maintenant, de nos jours, 20 ans, on est encore très jeune, oui, mais dans le monde du foot, à 20 ans, c'est là où tu dois être presque jouer un minimum de quinzaine ou une vingtaine de matchs par saison pour continuer à t'améliorer, ou sinon tu stagnes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet âge-là de 20 ans. Après, si jamais tu vas en Europe, c'est pas 20 ans, c'est 18 ans. Mais maintenant, c'est 20 ou 21 ans ici en Amérique du Nord. Donc, j'aimerais avoir vos réactions. Je commence par Alex par rapport à ça. J'avais hâte à celle-là. Puis c'est là, je pense que le plus grand exemple que tu peux donner, je pense que c'est Liam Fraser. Ouais. Ben, tu sais, puis je reviens encore sur mon point que, tu sais,
je peux comprendre le comportement de pas vraiment jouer beaucoup de joueurs canadiens parce que, tu sais, un monopole, c'est ça que ça fait. Tu as le luxe de t'asseoir sur ce que tu as, tu as le luxe de t'asseoir sur tes lauriers parce que, dans le fond de ta tête, tu te dis, regarde, tu vas aller où? Aux États-Unis, ce sera pas mieux parce que là, tu dois compétitionner contre des Américains pour une place domestique et des étrangers. Ton autre option, c'est tu quittes le club. Tu vas aller où? En USL? Bonne chance. Sauf que maintenant, si j'ai 20 ans puis je joue très peu, j'ai une option, puis c'est la CANPL. Puis moi, je pense que la première année, personne ne savait trop à quoi s'attendre, puis de quoi ça aurait l'air. Puis c'est sûr que tu dis première ligue de division canadienne. Au Canada, tu t'attends. Tout le monde pensait que ce serait une genre de ligue de semi-pro avec des lignes de football, avec des lignes de football sur le terrain. Mais après la première saison qu'on a vue, je pense que t'as beaucoup de ce genre de joueurs-là qui vont se retourner vers la CANPL parce qu'ils vont te donner les minutes que tu as besoin. En plus, tu as un joueur comme Tristan Borges qui est parti en Belgique. Puis, tu as l'Atlético Madrid qui vient non seulement en CANPL, mais qui dit, vous savez quoi, c'est pas juste qu'on va regarder le talent dans notre équipe à Ottawa, mais on regarde toute la ligue. Fait que là, tu as des messages clairs de Ligue européenne qui disent non, on regarde du côté canadien, puis les performances d'Alphonso Davies avec Jonathan David. Tu as même des articles qui disent mais peut-être que le Canada, c'est le nouveau Eldorado du soccer parce que c'est personne regardait là, fait que peut-être qu'il y a des David puis Davis, il y en a plus. Moi, je pense que c'est pas un accident que Madrid est venu dans la Ligue. Puis, je pense que c'est là que nos 3 clubs canadiens, ils vont commencer à, je veux pas être trop morbide dans ce que je vais dire, ils vont saigner du talent parce que tu le vois déjà, les jeunes qui étaient dans l'académie de Vancouver, Pacifique sont morts de rire. Puis si je suis un investisseur dans la région du métro Vancouver, tu veux un club dans la région parce que les joueurs qui font rien à Vancouver, Pacifique en a énormément profité, Cavalry en a profité, puis ça va continuer. Puis je pense qu'avec la performance de la CANPL, puis les opportunités que ça a donné, puis les transferts, puis les opportunités de transfert, si tu es sur le banc à TFC ou même à Montréal, quand il va y avoir des clubs au Québec, moi, je pense que ça va être très difficile de garder le talent parce que je pense que le talent, ils vont monter dans les académies, ils vont essayer de percer le club, puis si tu les laisses sur le banc trop longtemps, ils resteront pas. Tu vas les perdre. Et c'est ce qui devrait être, selon moi. Mais je veux laisser Daniel réagir en premier parce que je pense que c'est quand même assez important. Je pense que c'est une question maintenant que chaque joueur canadien de 20 ans qui joue pas assez dans son club en MLS devrait se poser. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'ai eu certaines garanties de la part de mon coach, de la part de ma direction? Et qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai comme information? Daniel, je te laisse réagir. Eh bien, si j'étais un joueur canadien de 20 ans qui joue peu ou pas en MLS, c'est clair que je demande soit une résiliation de contrat, mais ça c'est là il y a encore une trop importante différence de salaire entre la MLS et la CANPL. Sinon, ça serait un prêt. Je pense que le prêt c'est un peu the best of both worlds, c'est que le joueur a l'occasion de se montrer. Si ça marche bien, ben le club peut le rappeler l'année suivante, puis il y a même des clauses de rappel. Si ça marche pas, bien le club va libérer tout simplement, comme Telfer. Telfer, il a fait une bonne saison, mais ils se sont entendus à l'amiable qu'il allait quitter. Puis je veux dire, ça fait partie de la vie. Il va en avoir d'autres, des Telfer, des Brett Levis, des Daniel Kinumbe. Donc, je pense que les clubs de MLS canadiens de MLS, vont soit commencer à prêter massivement, soit remettre en question leur modèle, parce que là, ils dépensent beaucoup d'argent dans l'académie. Puis si ça rapporte pas, eh bien ils vont peut-être faire des restructurations ou peut-être l'idéal ce serait qu'ils commencent à offrir plus de temps de jeu aux joueurs canadiens, mais si c'est pas ça qui va arriver, ça va être, je pense, ça va aller de leur côté à eux, ça va être négatif. Du côté des joueurs, je pense, ça ne peut qu'être positif. D'accord, moi je veux juste revenir à cette superbe que tu as nommée Ryan Telfer. Ryan Telfer est resté jusqu'à ses
24 ans ou presque 25 ans avec Toronto, avec en tout 16 matchs en équipe première avec Toronto FC. Maintenant, il est considéré comme un joueur qui est plus très jeune dans le monde du foot. Donc, il est à peu près presque à la moitié de sa carrière. Puis tout ce qu'il a dans les jambes, c'est 26 matchs avec York 9 l'année passée, 3 matchs avec le club bizarre à Chypre et 16 matchs à Toronto. Il a déjà 26 ans. Et pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Un jeune comme Ryan Telfer aurait dû faire ce choix-là il y a longtemps. Sauf que malheureusement, il n'y avait pas de ligue au Canada. Moi, si maintenant je me retrouve et que j'ai 21 ans, c'est là que je commence à faire le move. Ou je mets de la pression sur mon club présentement parce que je veux pas arriver à la moitié de ma carrière et me dire, ah merde, peut-être que j'aurais pu exploser parce qu'on s'entend, on continue sur une progression à cet âge-là. À 21 ans, il y a une progression encore que tu peux avoir. Il y a une grosse marge de manœuvre et un gros potentiel que tu peux achever. Donc, tu peux être très très bon, tu peux être très moyen à 18, 19, 20 ans. Puis après, tu joues beaucoup et en un an, tu passes d'un joueur moyen à un joueur extraordinaire. C'est arrivé des millions de fois. Quand je veux dire extraordinaire, je dirais pas un Lionel Messi, mais ce que je veux dire, un joueur de premier plan dans la ligue dans laquelle tu joues. Et il y en a beaucoup des exemples comme ça. Quand je vois maintenant Liam Fraser, parce que Alex ne l'a pas bien dit, n'en a pas vraiment parlé, mais quand je regarde un jeune comme Liam Fraser qui a maintenant 22 ans, on s'entend pour revenir Liam Fraser avec Toronto, c'est supposé être le joueur qui est supposé remplacer Michael Bradley au poste de 6 voire 8. On s'entend que quand tu vois un joueur qui a maintenant 22 ans, qu'en 2018, il ait joué 10 matchs et en 2019, il ait joué 9 matchs, elle est où la progression? On a parlé du fait que c'était quelqu'un qui était extrêmement important pour l'équipe nationale canadienne, mais elle est où la progression? Quand tu vois des joueurs comme Jayden Nelson ou Noble Okello, qui sont deux joueurs qui ont déjà été appelés en équipe nationale canadienne, et on s'entend, l'équipe nationale canadienne en 2020, c'est pas l'équipe nationale canadienne en 2015. C'est des joueurs qui ont été appelés en équipe nationale et qui ont encore 0 match avec leur équipe titulaire. Tu vas me dire qu'en fin de match, à la 85e minute, tu peux pas donner du temps de jeu à Jayden Nelson ou Noble Okello? Même chose, tu vas aller à Montréal. Même chose, on a parlé, bon, Jackson Hamel maintenant est un peu plus vieux, mais quelqu'un comme James Pantemis, est-ce que c'est normal il a 23 ans, il a 0 match avec l'Impact de Montréal? Mais on a fait la même chose avec Maxime Crépeau. On voit maintenant ce qu'il va faire. Il a dû attendre ses 25 ans pour trouver un poste de numéro 1 en MLS. Pour que quelqu'un lui fasse confiance en MLS. 25 ans. Un gardien de nos jours en Europe, à 21, 22 ans, il a déjà ses premières chances. Et ça, c'est un gardien. On n'est pas en train de parler de plus jeune. Un jeune comme Mathieu Chouanière, au moins, il commence à avoir du temps de jeu. L'année passée, il a quand même eu 19 matchs. Bon, en cours de jeu ou quoi que ce soit, il n'a pas vraiment impressionné. Mais sans ça, il va jamais progresser. Si jamais il a une chance, il va jamais progresser. S'il a une chance de progresser, si jamais il joue pas, il va jamais progresser. Donc bref, c'est ce genre de choses-là que je veux voir. Et j'aimerais revenir un peu sur ce qu'on voit de ces équipes en MLS. Si tu regardes un peu, j'ai fait quelques statistiques. On sait que les académies de ces joueurs, de ces équipes-là, sont en train de se développer. Si je vais voir l'académie de Toronto, je vais dire les joueurs canadiens de Toronto. En 2018, les joueurs canadiens de Toronto ont joué 55 matchs. J'ai pas vu en tant que titulaire ou quoi que ce soit, mais aux alentours de 55 matchs avec une marge d'erreur de peut-être 5 matchs, ok? En 2019, on a eu une augmentation de 60, ils sont devenus à 71 matchs. Par contre, si tu regardes un peu plus loin, tu te dis, ouais, ils se sont améliorés. Mais si tu regardes un peu plus proche, tu te dis, la seule raison pourquoi ça a augmenté, il y en a une seule, c'est Richie Laryea. Richie Laryea a explosé l'année passée. Il est passé de 9 matchs en 2018 à 20 matchs en 2019. C'est la seule raison pourquoi tu vois une augmentation du côté de Toronto. Par contre, tu regardes Liam Fraser, 10 à 9. Tu regardes Jonathan Osorio, il faisait 30 matchs en 2018, il en a fait 24 en 2019. Bon, et après, tu as Schaffelberg qui est passé de 0 à 10. Mais bon, il n'y a pas d'amélioration.
La seule équipe où c'est en train de s'améliorer, ben, c'est du côté de Vancouver. On passe en 2018 pour les joueurs canadiens 42 matchs pour passer à 2019 où ils ont doublé le nombre de matchs à 96 matchs. Même des joueurs qui sont moyens comme Russell Teibert, pour moi il est moyen, il passe de 23 matchs en 2018 à 27 matchs en 2019. Ben, Maxime Crépeau passe de 0, parce qu'il était même pas à Vancouver, mais il avait joué 0 match en MLS, à 26 matchs à Vancouver. On voit Derek Cornelius qui passe à 17 matchs. On voit Theo Bair qui a 20 ans. Theo Bair, il a joué 17 matchs l'année passée. Pourquoi Liam Fraser est pas capable de faire ça? Pourquoi Clément Baillat n'est pas capable de faire ça? Pourquoi Balou Tabla ne serait pas capable de faire ça cette année? Bon, bref, voilà mon petit rant, mon petit coup de gueule par rapport à tout ça. Mais il faut qu'il y ait une progression pour ces joueurs-là et leur donner du temps de jeu, que ce soit des 2, des 3, des 10 minutes de par-ci, par-là pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, je sais pas si vous avez un autre mot à ajouter là-dessus. Je suis sûr que vous voulez rebondir. Alex? Ben, c'est juste pour revenir sur Ryan Telfer, parce que oui, Telfer était en prêt de Toronto vers York. Puis, il a même été rappelé un match pour jouer pour Toronto FC, où est-ce qu'il avait bien fait. Mais après, il est parti à Chypre, comme tu as mentionné, mais il a quitté Chypre à cause du COVID. Ouais. C'est pour ça qu'il a quitté Chypre. Puis c'est là que York 9, si tu me demandes mon avis, puis moi, à mon avis, j'ai toujours vu Ryan Telfer comme un excellent joueur qui aurait dû avoir sa chance en MLS. Puis même avant de signer avec York, il avait dit, le président de York avait dit que Ryan Telfer avait eu des offres de la MLS. Mais ils ont été très rapides quand ils ont su qu'il était libre, puis ils ont sauté sur lui pour le mettre sous contrat. Puis ça va être plusieurs saisons. Moi, je pense que York qui met la main sur Telfer, c'est un vol. C'est carrément un vol. Puis ça fait de York une équipe très dangereuse. Pourquoi? Parce que je pense que Telfer a compris que quand TFC voulait pas me faire jouer, j'ai demandé d'aller à York au lieu d'aller à Ottawa parce qu'il voulait pas aller à Ottawa. Puis c'est grâce à ses performances en CanPL qu'il a pu partir en Europe, à Chypre. Fait que lui, il se dit, je reviens en CanPL. Si je joue de la même façon, je vais repartir en Europe post-COVID. Il a toutes ses chances de repartir. Fait que si tu parles des joueurs qui jouent pas comme des Liam Fraser ou Schaffelberg. Moi, je pense dans le cas de Schaffelberg, c'est Toronto, ils ont mis la main dessus avant que Halifax puisse le faire. Moi, c'est personnellement ce que je pense. Moi, s'il joue, c'est bien. Moi, ça me va. Moi, s'il joue, je suis bien. Schaffelberg était dans l'équipe select de Atlantic. Exactement. Qui jouait des matchs amicaux pré-CanPL. Donc, après ça, je crois que à ce moment-là, il faut dire qu'il y avait aucun joueur qui avait signé. Si je me trompe pas, au moment où Schaffelberg est allé à TFC, il y avait encore aucun joueur signé avec comment ça s'appelle, avec les HFX Wanderers. Donc c'est un peu normal que si une équipe qui a encore aucun joueur signé, ben il va aller dans l'équipe qui a des joueurs. C'est ça. Puis moi je pense que ce qui va faire mal, c'est qu'à l'avenir, t'as 3 équipes qui ont passé des années, presque une décennie avec une mentalité de monopole. Puis ils vont perdre leur talent. Puis c'est un catch-22, c'est ça, c'est là où est-ce que je voulais arriver. Ils sont dans une là ça les met dans une situation très difficile parce que là, on va pas se le cacher. Ça publiquement ça joue, oui, on veut travailler ensemble, on est amis, mais faut pas se faire d'illusions, c'est une compétition. Puis le président de TFC, il l'avait dit clairement qu'il voyait la CanPL à Toronto comme une compétition directe, puis il les avait même menacés, il a dit vous avez pas intérêt à mettre un club à Toronto sinon. Fait que là, tu mets Toronto dans une drôle de situation parce que ils se disent bon, si on fait pas jouer les joueurs canadiens, on va les perdre. Ils vont partir en CPL, ils vont monter le niveau de jeu de la CPL pour pas très cher. Ou on les prête à la CPL, puis ils vont monter le niveau de jeu de la CPL. D'une façon ou d'une autre, t'es pris parce que t'as pas d'équipe réserve où les faire jouer, à part le TFC2 en USL 1, mais c'est la USL 1. Cette année, ils jouent même pas cette année, hein. Ouais. Fait que là, tu le vois, puis tout le monde sur les médias sociaux sont comme, mais pourquoi tu prêtes pas tes joueurs? Puis là, tu vois Toronto FC qui procrastine. Là, t'avais du Greg Vanney aujourd'hui qui disait, mais tu sais, on va y penser, on regarde toutes nos options.
quelle option? T'en as pas. Fait qu'ils préfèrent garder les joueurs chez eux que de les prêter. Moi, je pense que d'une façon ou d'une autre, l'arrivée de la CanPL a changé la donne dans le paysage du soccer canadien. Puis moi, je pense que ça va être des choix très difficiles pour les 3 équipes de la MLS. Fait qu'ils vont devoir se poser des grosses questions sur quoi faire avec leur talent. Tu vas les perdre. Tu les prêtes ou tu les perds. Mais le statu quo, moi, je pense qu'à partir de 2020, 2021 après la COVID, le statu quo, est-ce que tu pouvais accumuler tout ce talent-là, puis les parquer chez eux ou les parquer sur le banc ou les mettre dans des autobus pour aller jouer en USL 1? Moi, je pense les jeunes, ils vont pas mordre. Ils mordront pas. Moi, je pense pas. Je suis complètement d'accord avec toi, Daniel. Ben, je pense qu'effectivement, c'est le début d'une nouvelle ère, là. J'ai hâte de voir dans les prochaines années comment ça va évoluer, mais on l'a déjà vu avec le Whitecaps, c'est l'impact qu'il n'y a pas d'équipe réserve. C'est sûr que c'est pas très alléchant pour un joueur de rester là. Ouais, ben c'est ça. Donc je pense qu'on a couvert un peu le tout. Je suis complètement d'accord avec ce qui s'est dit. Je pense on voit que maintenant des options qui n'existaient pas pour ces jeunes joueurs canadiens commencent à exister grâce à la CanPL. Et je pense que tu n'es plus à la merci des joueurs, des équipes de la MLS, même si elles font des efforts. Et d'un autre côté, c'est une bonne chose pour les équipes de la MLS parce que elles sont en train de faire des efforts et à donner beaucoup plus de temps de jeu à leurs jeunes joueurs. C'est quand même assez encourageant pour la jeunesse canadienne de voir que, en fait, pour moi, un jeune joueur canadien, que j'ai 12 ans ou que j'ai 20 ans, j'ai plusieurs possibilités maintenant au Canada pour devenir un joueur professionnel. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour ce podcast. Déjà en premier, Alex, de t'être rejoint à nous, c'était extrêmement intéressant. Merci de m'avoir accueilli. Puis je suis toujours disponible pour revenir et ça a vraiment été intéressant. C'est un sujet qui est très important. Puis on va suivre ça avec près, bien sûr. Parfait. Daniel, merci encore d'être là et de toujours donner ton savoir et nous faire part de ton savoir sur le soccer canadien. Merci à toi, Eddie, et merci à Alex de te prêter au jeu. Parfait. Donc, et voilà, ce sera tout pour cette semaine pour CS à l'érable. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.